La pression de la Russie sur les fronts stratégiques. Où mène le conflit entre la Russie et l'Ukraine? L'Ukraine peut-elle maintenir ses lignes de défense face aux puissantes attaques, alors que les récents progrès des forces russes changent l'équilibre des forces? Les tactiques ukrainiennes suffisent-elles à repousser une offensive généralisée de la Russie, ou la situation va-t-elle continuer à se détériorer? Bienvenue dans notre vidéo d'analyse du conflit ukrainien en date du 23 août, directement sur la carte. Nous commencerons par la région de Kostiantynivka, où les forces russes ont déjà atteint la route principale traversant le centre de la ville. Actuellement, l'armée russe contrôle la rive sud de la rivière dans la partie orientale de Kostiantynivka, tout en continuant à avancer vers le centre-ville pour prendre le contrôle des ponts reliant les zones résidentielles du sud aux positions fortifiées du nord en direction de la ville. Au sud, les forces russes continuent de combattre pour défendre leur position dans la ville depuis qu'elles ont pris cette zone à la fin du mois dernier. Ce mois-ci, elles ont lentement progressé vers les zones centrales. Cependant, au nord, les forces russes n'ont pas encore pris le contrôle des zones résidentielles et des positions fortifiées. Elles n'ont pas lancé de véritables attaques après avoir pris Pobjeda. À la place, nous avons observé quelques combats le mois dernier au sud de Paraskovivka. Cela pourrait indiquer que les forces russes attendent le moment propice pour prendre le pont avant de lancer des attaques vers le nord, ciblant les positions fortifiées de Pobjeda et les zones résidentielles de Paraskovivka. Les combats pourraient s'étendre à la partie nord de la ville, et une fois que les forces russes auront pris le contrôle des zones centrales de Kostiantynivka, l'équilibre des forces changera de manière significative. Sur le front de Pokrovsk, les forces russes ont pris le contrôle total des parties nord du village de Yasnobrodivka, situé à l'ouest d'Orlivka. Actuellement, la ligne de front a changé et les troupes russes ont mis en œuvre le plan de traverser le pont au réservoir de Karlovske. Simultanément, elles ont établi une position défensive dans la localité de Karlivka, au sud du réservoir, et se sont avancées jusqu'au pont au nord. Les forces russes ont également complètement pris le contrôle de la rive ouest de la rivière Vovcha. Cela signifie que les troupes russes combattent actuellement les forces ukrainiennes à deux endroits à l'est, le pont de Karlivka et la localité au sud de Karlivka. Avec les récentes avancées, les forces russes exercent une pression considérable sur les positions stratégiques de l'Ukraine, dans les villages de Komishivka et Ptych, alors qu'elles se déplacent vers le sud, attaquant le flanc de Karlivka. Il est prévu que les attaques russes continuent de progresser vers le sud le long de la rive de la rivière, où les forces ukrainiennes rencontrent des difficultés et montrent des signes de recul. Dans la région de Selidov, les forces russes ont pris plusieurs positions fortifiées situées à l'extérieur des collines près de Mikhailivka et plusieurs positions d'artillerie à l'extérieur de Marinivka. Actuellement, de violents combats ont lieu le long de l'autoroute E50 et de la route reliant Pokrovsk au sud de Karlivka. Simultanément, les forces russes luttent pour le contrôle des collines près de Mikhailivka après avoir déjà pris le contrôle de la zone industrielle. Selon les dernières informations, les forces russes ont pris le contrôle de cette hauteur, mais ensuite, l'armée ukrainienne a lancé une contre-attaque pour reprendre la zone et actuellement, cette zone est le théâtre de combats acharnés et aucune des deux parties n'a encore obtenu un contrôle total. Cependant, les forces russes s'efforcent de prendre toute la zone pour couper complètement l'autoroute E150, ce qui couperait la liaison directe entre Selidov et Karlivka, obligeant les forces ukrainiennes à emprunter un itinéraire plus long pour atteindre Karlivka tout en renforçant la position stratégique des forces russes. Si les forces russes prennent le contrôle de cette hauteur, elles auront un avantage considérable pour continuer à progresser vers le sud à travers les zones fortifiées, coupant ainsi la plupart des lignes d'approvisionnement des forces ukrainiennes dans le sud-est. Cela fait partie de la stratégie des forces russes visant à isoler complètement les positions ukrainiennes de Mikhailivka au nord à Kourakove, au sud, puis à avancer vers le nord pour couper la liaison entre Karlivka et la chaîne des villes contrôlée par l'Ukraine qui joue un rôle crucial dans la ligne de défense à l'ouest de Karlivka. Simultanément, les troupes russes avanceront vers le sud le long des positions défensives fortifiées pour prendre le contrôle des hauteurs et des positions stratégiques
stratégique à l'ouest de la chaîne des villages s'étendant de Kurakhove à la rivière Vovcha au sud. Si ce plan réussit, cela entraînera la rupture totale des connexions entre les positions ukrainiennes, créant une grande encerclement d'une partie importante des forces armées ukrainiennes. Cela pourrait provoquer l'effondrement de la ligne de défense ukrainienne dans cette zone et donner un avantage stratégique majeur aux forces russes. Vers le nord, sur le front de Toretsk, les forces russes ont pris une hauteur importante et ont complètement percé la deuxième ligne de défense ukrainienne. Actuellement, elles avancent dans les zones résidentielles et forestières de la ville de Toretsk. Il est probable que les troupes russes continueront de se déplacer vers le nord pour occuper des positions dans la ville, y compris en traversant les zones résidentielles, les forêts et les collines, avec pour objectif de prendre le contrôle du complexe d'appartements et d'entrer dans le centre-ville pour engager un combat acharné. Actuellement, la ville de Toretsk est toujours sous contrôle ukrainien, mais la perte de lignes de défense cruciales comme la première, la deuxième et la ligne de défense de 2014 au sud, ainsi que la situation dans la région de New York ont considérablement aggravé la situation à Toretsk pour l'armée ukrainienne. Cela donne un avantage majeur aux forces russes et crée de nombreuses difficultés pour l'Ukraine. La situation devrait devenir plus claire en fonction des actions des forces russes dans les jours et les semaines à venir. Au nord, près de Vimka, les troupes russes se sont rapprochées de la petite localité où les forces ukrainiennes sont stationnées. Au sud, les forces russes avaient autrefois pris le contrôle de Vimka Ivano-Darivka, mais puisque l'Ukraine a conservé ses positions défensives sur les hauteurs, les forces russes n'ont pas pu maintenir le contrôle de cette zone. Elles se sont donc retirées pour éviter des pertes, attendant l'opportunité de relancer l'attaque et de reprendre les positions défensives. Actuellement, les forces russes étendent la ligne de front vers le sud en avançant le long de la voie ferrée en direction de Vimka. Elles se rapprochent de cette localité, mais cela ne changera pas radicalement la situation, car au sud, où se trouvent les positions défensives importantes, il y a encore une rivière et les forces ukrainiennes conservent l'avantage de la hauteur de l'autre côté. Par conséquent, les forces russes ne peuvent pas avancer facilement vers Siversk. Au lieu de cela, elles améliorent leur position pour se préparer à une attaque depuis l'Est, où le terrain est à la même hauteur que celui des forces ukrainiennes. L'objectif de l'armée russe est de progresser le long de la rivière depuis le sud, combiné à une attaque depuis l'Est, afin de réduire les désavantages du terrain pour les forces ukrainiennes. Cela forcera l'Ukraine à se retirer de ses positions actuelles à Siversk, où des combats acharnés sont attendus. Actuellement, les forces ukrainiennes disposent de positions défensives solides à Verkhnokamianke, au centre et sur les hauteurs au nord. Cela compliquera les efforts des forces russes pour attaquer dans cette région jusqu'à ce qu'elles soient en mesure de lancer une offensive totale, similaire à celle qui a suivi la prise de Lysychansk à l'été 2022. Dans la région de Liboké, sur la ligne de front, les troupes russes progressent lentement vers Liptsi après que les forces ukrainiennes se sont retirées et ont repositionné leurs troupes de la région de Kharkiv à la région de Koursk. Étant donné que la défense ukrainienne dans cette zone a été affaiblie, la pression sur les forces russes a diminué, leur permettant de reprendre l'initiative, de reprendre le contrôle total de Khlibok et de relancer l'attaque sur la région de Liptsi. Actuellement, les combats dans la région de Liboké et de Liptsi sur la ligne de front de Kharkiv augmentent à mesure que les forces russes tentent d'étendre leur contrôle. Sur le front de Koursk, les forces ukrainiennes ont avancé dans 3 directions différentes et ont pris 3 localités à l'ouest. Actuellement, les forces ukrainiennes contrôlent toute la route de Gordevka au sud jusqu'à Snagost et Vishnevka au nord. Leur objectif est de ne pas attaquer directement depuis la zone frontalière où les forces russes ont des positions fortifiées bien préparées, mais d'avancer depuis le flanc pour contrôler la zone terrestre tout en évitant la rivière au nord entre Korenevo et les positions russes au sud. Les forces ukrainiennes continueront d'attaquer le flanc des positions défensives fortifiées de l'armée russe, avec pour objectif de prendre le contrôle total. Il est possible que l'offensive soit étendue depuis Tetkino et depuis le flanc ouest pour attaquer les 2 flancs en même temps, repoussant les forces russes vers la rive au nord.
Il s'agit de la phase initiale d'une offensive élargie à Koursk. La question qui se pose est de savoir ce que l'armée ukrainienne fera après avoir pris cette zone. Le président Zelensky a déclaré que cette opération visait à créer une zone tampon à la frontière russe, mais a également souligné l'objectif des négociations. Cependant, il n'existe actuellement aucune preuve que ce mouvement soit utilisé à des fins de négociation. Au contraire, l'armée ukrainienne a établi un quartier général militaire dans la zone occupée, ce qui montre qu'elle prévoit d'élargir ses opérations plutôt que de se contenter de maintenir ce qui a été pris. Actuellement, la question de savoir si l'armée ukrainienne peut poursuivre cette offensive de manière durable reste ouverte car nous ne disposons pas d'informations détaillées. Cependant, il est clair que si l'Ukraine décide de se retirer, elle rencontrera de grandes difficultés car les forces russes ont établi une ligne de défense solide. Si l'Ukraine se retire, les forces russes pourraient attaquer vigoureusement leur position lors du redéploiement. David Axe de Forbes a souligné que les forces ukrainiennes sont en grand danger à Koursk. Elles doivent se déplacer en plein air, ce qui les rend vulnérables aux attaques par drone, artillerie et bombes, entraînant la perte de nombreux véhicules blindés. Axe soutient que bien que la perte de véhicules blindés soit une perte importante, si cela permet à l'Ukraine de maintenir la zone de Koursk et de préserver sa capacité à négocier, cela pourrait néanmoins être bénéfique. Un article du New York Times offre une perspective différente sur la situation. Selon l'article, l'Ukraine affirme que son attaque vise à établir la paix, mais les plans de Poutine semblent être différents. Actuellement, les forces russes ne se concentrent plus sur les négociations. Au contraire, elles se concentrent sur l'expansion du conflit. L'article soutient que l'espoir d'une solution pacifique entre la Russie et l'Ukraine s'est complètement effondré après l'attaque ukrainienne sur la région de Koursk. Désormais, Poutine et ses alliés politiques conviennent que cette guerre doit continuer et doit être gagnée, car ce conflit a dépassé les lignes rouges que la Russie avait autrefois acceptées. Cela nous amène au dernier sujet de notre rapport d'aujourd'hui, les lignes rouges. Beaucoup, y compris des analystes et des journalistes, soutiennent que les lignes rouges tracées par la Russie ne sont qu'une fiction. Selon ce point de vue, même si l'Ukraine, les États-Unis ou l'Europe franchissaient ces lignes, il n'y aurait aucune conséquence réelle. Cependant, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. À mon avis, chaque fois que les pays occidentaux ou l'Ukraine ont franchi les lignes rouges de la Russie a réagi. Cela ne s'est pas seulement manifesté par une intensification des attaques ou l'organisation de grandes offensives contre l'Ukraine, mais aussi par des actions directes contre l'Occident. Par exemple, des installations industrielles militaires en Europe ont été attaquées, peut-être par des espions russes. Récemment, le 6 août, avant l'attaque ukrainienne contre la région de Koursk en Russie, la Russie a envoyé le système S-400 et des équipements de guerre électronique en Iran. L'Iran aura besoin de temps pour apprendre à utiliser ces systèmes, ce qui montre que la Russie ne se contente pas de fournir des équipements, mais envoie également des experts pour les faire fonctionner. Cet événement constitue une escalade significative, car si Israël et les États-Unis devaient affronter le système S-400 dans un conflit avec l'Iran, la planification militaire deviendrait beaucoup plus complexe que de faire face à l'ancien système S-300. Cela montre que la Russie réagit non seulement dans le contexte de la guerre en Ukraine, mais aussi sur le plan géopolitique mondial. Le conflit continue de se dérouler avec des développements complexes et les deux parties s'efforcent de prendre l'avantage. L'Ukraine pourra-t-elle renverser la situation ou la Russie continuera-t-elle d'avancer ? Partagez vos opinions dans les commentaires et ne manquez pas les dernières mises à jour.